Et si on parlait vraiment d'ufologie? Eh bien ce soir, c'est ce qu'on va essayer de faire pour la deuxième fois. Bonsoir à tous, vous qui nous rejoignez et qui êtes des abonnés Tipeee. Voilà, je tenais d'ailleurs à remercier les tout premiers abonnés qui se sont inscrits dès le 1er mars, entre autres Seb et Claude. Voilà, petit clin d'œil. Mais voilà, en tout cas, merci d'être là. On est là pour vous, pour parler avec vous d'ufologie. Et ce soir, pour parler d'ufologie à haut vol, j'accueille Monsieur Margret. Bonsoir Marc. Bonsoir tout le monde, enchanté d'être de retour parmi vous pour ce deuxième épisode sur un tout autre thème, très lié, très ancré dans l'ufologie, le cœur du phénomène en fait ufologique dans toute sa splendeur, les intelligences qui pilotent les ovnis. Ouais. Et pour pouvoir discuter de tout ça avec toi, eh bien, nous avons notre deuxième ufologue patenté, énergumène, comment est-ce qu'on doit dire, notre ami Pam qui nous rejoint. Bonsoir Pam. Bonsoir tout le monde. Comment vas-tu? Ben, je suis l'hybride en rouge. Tu es l'hybride en rouge, tu es un mix entre Tom Bombadil et Super Mario en fait. C'est Super Bombadil. Il pourrait y avoir du Sasquatch aussi. Et enfin pour animer cette émission avec moi, mon fidèle compagnon, Monsieur Silvano Trotta. Salut Silvano. Salut Antoine, bah oui, je te quitte plus, surtout pour surveiller ces deux énergumènes. Oui, et puis là, il va y avoir de quoi faire ce soir, de quoi dire. On a été un petit peu inspiré pour le thème de l'émission de ce soir par notre entretien avec Sébastien Martin dans le miasme numéro 44, où Sébastien, qui est un polyabducté, hein, comme tu le disais, a rencontré des grands gris, a rencontré des pléiadiens, a rencontré une autre race que j'ai déjà oubliée. Et on s'est dit que si pour cette émission on parlait des 58 races extraterrestres nommées par Paul Ehrlich, ou est-ce qu'il n'y en a que 58, il y en a peut-être beaucoup plus. Bon voilà, en tout cas c'est ce qu'on va essayer de déterminer ce soir, essayer de faire une sorte de portrait robot de toutes ces races aliens dont on entend parler très régulièrement. Donc forcément il y aura les petits gris, les blancs, etc. Mais vous verrez qu'il y en a beaucoup d'autres. Même moi j'en ai appris un paquet en préparant cette émission. Alors si on, juste pour finir, faire la transition donc avec les races rencontrées par Sébastien Martin, c'est quoi la différence entre un grand gris et un petit gris? Voilà, pour rentrer dans le vif du sujet. 1 mètre. C'est pas faux. Un bon mètre. Alors, allez, c'est quoi pour toi déjà? A priori, je ne connais qu'une race de grand gris. Elle n'est pas sympa. Et elle fait bien ses 2 mètres. Et elle est indigène, c'est-à-dire c'est elle-même une race, quoi. Parce que dans les petits gris, il y en aura aussi qui seront elles-mêmes des races et d'autres qui seront des EBE, des créations, des clones, des hybrides. Entre, par exemple, même nous, en ce moment, il y a des militaires qui font des mix entre des humains et des animaux, a priori. Ça a été déclaré ça par les Anglais il y a quelques années déjà. Et donc, a priori, toutes les races peuvent s'amuser un petit peu à faire ça, de façon à avoir soit des éléments pour entrer en contact, soit des éléments d'infiltration, soit des éléments qui soient capables de vivre dans l'autre univers, je suppose. Et alors, quand tu dis il y a parmi les petits gris, il y a plusieurs races de petits gris. Pour moi, il n'y avait qu'une seule race de petits gris. Le petit gris, il a l'air très utile avec son petit format là. Et a priori, c'est le modèle le plus hybridé, puisque des petits gris, on en a repéré une centaine de races, il me semble. Hein. Il y a 87, combien il a dit, 57
dont des humanoïdes. Donc là, je dirais 57 races qu'on pourrait croiser dans le métro, dont certaines qu'on pourrait assurément croiser dans le métro sans les reconnaître. Et puis, les gris, par contre, moi, je les mets, je sais pas. C'est comme s'il y avait pour chaque race une lettre majuscule et puis une lettre minuscule, quoi. Et les petits gris, c'est des dégradés de la race principale. C'est un peu la hiérarchie en fait qui se tient, c'est-à-dire que les petits gris sont plus des soldats, des envoyés terrain, des délégués terrain, et les grands gris apparaissent aussi dans certaines rencontres rapprochées, mais hiérarchiquement, on les a vus donner des ordres, ou en tout cas diriger des petits gris. Alors on ne sait pas vraiment d'où ils viennent, mais on est à peu près sûr qu'ils ne se sont pas développés sur Terre. Ça semble assez évident. Et donc qu'ils soient originaires de à peu près 2 planètes différentes. Alors les petits gris, donc comme a dit Pam, le short grey, ou alors l'IBI, le BE, c'est l'entité biologique extraterrestre. C'est la race emblématique la plus répandue dans les rencontres rapprochées, que ce soit abduction, contact, et donc c'est la plus communément identifiée dans l'ufologie, dans tous les phénomènes d'enlèvement. Donc comme disait Pam, il y a plusieurs visions de gris, alors multiples histoires, théories, entre ces races, entre les scientifiques, les ufologues et les gens qui enquêtent sur la conspiration qui les caractérise, puisqu'on va voir aussi que les gris sont vus dans beaucoup d'histoires, de témoignages à la fois militaires et civils, de collaboration avec les militaires, en tout cas l'armée de l'ombre, et il y a plusieurs races et données sur ces gris. Alors, il y aurait 3 types de gris, selon moi, principaux. Les petits gris classiques, donc, les gris de plus grande taille, avec une forte protubérance nasale, et des gris de type insecte ou encore de type reptilien, donc des gris hybridés avec des reptiliens ou des insectoïdes. Voilà. Alors, comme disait Pam, il y a 3 types fondamentaux de gris, ceux qui se reproduisent par le biais du clonage, par le biais de couveuses, donc, pour des œufs, et par un biais polyembryonnaire. Alors, toutes ces races ont quand même en commun un problème de décadence, de dégénérescence biologique. Par contre, ils ont des facultés hypnotiques très, très, très développées. Et certains seraient des espèces de robots organiques, des androïdes, ou plutôt des gris robotoïdes, je dirais, qu'on a observé dans beaucoup d'abductions ou de rencontres rapprochées. Et là, effectivement, il y a une différence avec eux, c'est-à-dire ils n'émettent aucune émotion, forcément, puisque ce sont des coquilles quelque part. Ouais, pour moi, c'est comme ça que je les voyais en fait, des androïdes biologiques, des robots biologiques qui sont utilisés pour les basses tâches des entités supérieures, on va dire. En fait, c'est pas une question de basse tâche. C'est la plupart des gris qui sont observés, c'est comme Marc l'a dit, c'est les petits gris. On est passé des petits hommes verts aux petits hommes gris assez rapidement maintenant dans l'histoire de l'évolution, parce que quand il y avait Orson Welles avait fait sa blague à la radio, on parlait toujours de petits hommes verts. Maintenant, c'est fini ça. Et les petits gris les plus souvent vus sont des robots organiques, de purs robots organiques. Et ils ne sont pas là pour faire de basse tâche, ils sont uniquement là parce que les autres ont une difficulté à être dans notre 3D. C'est-à-dire qu'elle est trop dense pour eux. Et donc, ils ne peuvent pas facilement se mouvoir dans notre dimension. Tandis que eux, les robots organiques, le peuvent très facilement. Parce qu'évidemment, c'est des robots. Alors, il y a un scientifique, ne me demandez pas lequel, j'ai oublié son nom depuis le temps, qui avait sorti une hypothèse par rapport à l'exploration spatiale, et qui disait que de toute manière, le jour où il y aurait des races aliens qui feraient une exploration de tout l'univers, ils n'enverraient pas des représentants de leur propre race, ils enverraient des robots ou des robots organiques pour pouvoir faire cette exploration à leur place, pour des raisons très simples à comprendre, c'est que en termes de maintenance c'est plus facile à réparer, à remplacer, à recréer, etc. etc. Alors est-ce que finalement ces petits gris, ce serait pas ça, ce serait pas des robots à envoyer sur notre système solaire pour... Alors je pense qu'il y en a une catégorie
qui sont comme ça, mais d'autres non. En fait, il y a les États. Oui, les États de Zeta Reticuli, alors eux, ils sont indigènes, on va dire. Alors c'est-à-dire, c'est quoi les États? Zeta Reticuli. Voilà, Zeta Reticuli, donc qui a été décrit ce système à, je crois, 3 étoiles, c'est ça? Ou 2 étoiles. C'est dans la constellation d'Orion, en tout cas. Et c'est ce qu'avait décrit Betty Hill, du fameux cas d'enlèvement de Betty et Barney Hill. Télépathiquement, elle avait dessiné le système de Zeta Reticuli et disait que c'était de là que ces petits gris avaient dit venir, en tout cas. Mais en tout cas, on voit bien que leurs principales activités, c'est quand même enlever des civils, c'est-à-dire qu'ils collaborent quand même avec le complexe militaro-industriel extraterrestre, c'est-à-dire que la collaboration, en tout cas, de ces armées qui ne disent pas tout au public et à qui on a donné, avec lesquelles on a fait des accords, donc on va parler peut-être tout à l'heure d'Eisenhower dans les années 50, mais c'est un classique. Ils enlèvent des civils, ils font des expériences génétiques, en tout cas ils contribuent à tout ça, et leurs activités, c'est la programmation de l'esprit, donc fort pouvoir hypnotique, la surveillance des humains au moyen d'un plan, le clonage et la création d'hybrides humains gris. Ça, c'est leurs principales activités. Effectivement. Je pense que c'est eux qui ont contacté Eisenhower, là, en 47 ou en 54. Selon certains, ce sont eux qui ont fini par faire un deal avec eux, mais apparemment, en premier, ce n'était pas eux, mais un groupe d'humanoïdes qui avait proposé autre chose de plus viable. Et donc, avec la fameuse histoire du Vénusien, là, j'avais interviewé d'ailleurs le réalisateur du film Stranger at the Pentagon, alors un étranger au Pentagone, c'était Valiant Thor. Alors, beaucoup de débunkers disent qu'effectivement, cette histoire est un roman repris par Frank Stranges, qui était simplement un roman et qu'il a tourné ça à la sauce, et il y a une énorme tempête dehors, là, ça souffle dur, à la sauce fait réel, ce qui est très possible, pourquoi pas. Donc, on a proposé à ce complexe militaro-industriel et aussi le pouvoir en place américain de l'après-guerre un autre deal, et ce sont les petits gris qui finalement ont fini par obtenir un accord de prédation entre un échange de technologies et pouvoir avoir des bases un peu partout sur Terre, au Mexique, aux États-Unis et aux 4 coins du monde, et faire leur base boson, c'est-à-dire enlèvement, mutilation et hybridation en tout cas, sans être inquiété. Donc voilà, alors, les problèmes mondiaux qui en résultent, ça c'est par rapport à ce qu'avait dit Michael Salla, c'est que les enlevés effectivement sont traumatisés, les humains, des humains génétiquement modifiés. Après, les humains sont contrôlés par des implants, et l'esprit déprogrammé et des enlevés est effectivement contrôlé. Après, on a les grands gris qui viennent aussi d'Orion, les grands gris ou les grands blancs, parce que c'est assez. Ils sont. Pareil, non, c'est pas pareil. Mais ce sont des grands gris blancs, c'est-à-dire qu'ils sont plus blanchâtres de peau que les petits gris, si tu veux. Donc, je ne vais pas dire gris clair, mais c'est presque du blanc. Ouais, comme dirait JJJ, entre gris clair et gris foncé. Et gris crème, pourquoi pas. En fait, ils viennent aussi de la constellation d'Orion, donc oui. Ils font les mêmes choses, expérience génétique. Ils sont là pour créer une race humaine gris hybride. Donc c'est pareil, leurs activités, c'est le contrôle de l'esprit, les accords diplomatiques avec le gouvernement de l'ombre, etc. etc. Donc c'est la même chose, violation du libre arbitre, des humains génétiquement modifiés, des humains contrôlés par des implants, l'esprit, la programmation de l'esprit, les enlever, etc. Les élites politiques qui sont compromises avec ces races qui collaborent, et puis les agences de sécurité effectivement nationales qui sont infiltrées aussi partout. Mais bon, comme on a commencé par cela, on ne va pas parler des autres parce que c'est tout un collectif. Alors justement, on va essayer de parler de tous, même si on n'y arrivera pas en une seule soirée. Par contre, avant d'aller plus loin, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent d'ores et déjà la question, c'est d'où est-ce qu'on puise nos sources? Parce que bon, tu te rappelles, Marc, tu t'étais fait brocarder sur BTLV
à l'époque où tu avais dit que voilà, on pouvait tout retrouver sur Google, mais parce que forcément, Google étant une grande base d'informations, les gens qui ont des sources les indiquent dedans. Donc, ceux qui mettent les sources dans Google, ils les tirent d'où? Donc, je suppose, entre autres, des séances de régression hypnotique dont nous parle assez régulièrement Silvano. Exactement, et Rachel Fortin, donc, et également des personnalités comme Paul Elliott, ancien ministre de la Défense du Canada, qui a bien déclaré que des dizaines de races extraterrestres vivaient parmi nous, donc c'est quand même quelqu'un de connu. On avait Clifford Stone, qui était un ancien sergent de l'armée américaine, qui a dit que dans le manuel militaire, il y avait 57 races dans les années 80 répertoriées. Donc, et qui dit toujours, il est toujours vivant. Hein? Qui dit toujours, il est toujours vivant, Clifford. Il est toujours vivant, absolument. Moi, j'ai interviewé Randy Kramer, qui m'a dit qu'il y avait plus d'une centaine de races dans le manuel du soldat du programme spatial secret, donc répertorié. Mais que dans l'univers, effectivement, il y en a des milliers, des centaines de milliers différentes. Donc, on a ça, et on a ce qui sont les plus communément vus dans les abductions. Alors là, le nombre d'abductés, c'est exponentiel, c'est énorme, et c'est dans l'histoire entière de notre humanité. Donc, c'est un peu ça le souci, c'est que il y a les symptômes de l'abducté, c'est vraiment la vénération, le contrôle de l'esprit de ces entités qui leur disent tous, nous sommes ton père, un petit peu comme... oui, c'est le syndrome de Stockholm, en fait. C'est ça, c'est le syndrome de Stockholm, nous sommes là, tu es là, tu as fait un contrat spirituel de génération en génération pour te faire enlever, et pour participer à l'expérience, pour sauver notre race, et tu en fais partie, tu es un hybride aussi, tu es des nôtres, etc. Et donc, c'est ce que je vais appeler le complexe Darth Vader. Nous sommes les créateurs de l'humanité. Voilà, ils se positionnent tous comme les créateurs de l'humanité. Mais effectivement, si on se base sur les recherches ADN d'aujourd'hui et celles des années 80, exemple le livre de Maurice Chatelain, Nos enfants venus du cosmos, où lui démontre bien de façon scientifique que notre ADN ne peut être que d'origine non terrestre. Donc on est probablement, et là il y a beaucoup de gens qui ont, et j'ai pas préparé les noms, mais il y a des scientifiques qui disent qu'effectivement notre ADN, ce qu'on connaît de notre ADN, c'est ridicule par rapport à ce qu'il y a à découvrir, et que ça serait un cocktail génétique cosmique, donc qui viendrait d'ailleurs. Donc quelque part, d'un côté, pour contrôler, l'abducté se présente toujours comme le père, etc. Mais d'un autre côté, ils n'ont peut-être pas tort par rapport à un collectif de brins d'ADN différents qui ont été mixés, mélangés à la base de l'humain, en tout cas l'homme de Cro-Magnon, il y a, je ne sais pas, 300 000 ans par exemple. Donc du coup, on serait tous, finalement, nous, terriens, on serait des extraterriens ou des extraterrestres à l'origine. Alors, pour revenir Silvano, au cas de régression hypnotique qui ont été étudiés par tes compatriotes italiens, donc c'est le petit gris qui revient le plus souvent, mais est-ce qu'il y a une autre race qui revient aussi assez régulièrement dans ces cas de régression? Ah oui, alors déjà pour confirmer ce que disait Marc, il n'y a pas on ne fait pas des recherches sur Google. On fait des recherches sur, effectivement, maintenant, plus de 60 ans d'hypnose. Donc, quand il citait le cas de Hill, c'est déjà avec des séances d'hypnose. Donc, les cas de séances d'hypnose se sont multipliés sur la Terre entière et elles racontent toujours les mêmes histoires. Donc, à partir de là, il ne peut pas y avoir ni de fantaisie, ni d'imagination, ni d'hallucination collective. C'est juste impossible. Et en plus, la plupart de ces hypnoses ont été conduites par des scientifiques et pas par des farfelus. Donc, c'est des hypnoses hyper bien faites qui sont pour la plupart du temps, pour les scientifiques, cumulées avec des enquêtes sur le terrain. Parce que quand quelqu'un dit j'ai été abducté à tel et tel endroit, ils envoient des équipes à cet endroit-là et on fait des prélèvements et on y trouve des choses qui sont assez fantastiques, comme des lanthanides à l'état pur qui ne sont pas présents sur Terre, absolument pas. Et donc là, ça ne peut pas venir non plus de l'imagination de la personne qui pourrait raconter ça.
Et donc, dans ces cas d'hypnose régressive, on y voit Antoine principalement en 1, effectivement, les petits gris de loin, accompagnés de grands gris, accompagnés de blonds, les fameux nordiques, qui sont les copains des gris. Il y a une hiérarchie entre eux assez stricte. Les insectoïdes, notamment la forme la plus souvent décrite, c'est les menthes religieuses, qui elles seraient des spécialistes justement génétiques. On en parlait parce que eux, ce qui les intéresse, c'est l'hybridation, c'est avoir des choses que nous on a. Parce que souvent on pense que les extraterrestres, ils sont super puissants, ils sont géniaux, et que nous on n'est que de la merde hein, quand on lit de la basse littérature. Donc non, nous sommes une race très évoluée, et c'est eux qui nous maintiennent dans un état vibratoire bas, c'est eux qui nous foutent le bordel sur Terre, et c'est eux qui voudraient nous piquer pas mal de choses. Et donc, il y a ces insectoïdes. Il y a aussi d'autres formes, comme des delphinoïdes, qu'on voit aussi dans les hybridations. Mais si on doit faire un tiercé, c'est les petits gris, les nordiques et les insectoïdes. Les delphinoïdes, ce seraient des delphinoïdes de dauphins? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, alors, du coup, on va attaquer la deuxième marche du podium, les grands blonds. Monsieur Pam, est-ce que toi, tu as un avis sur ces grands blonds? Les grands blancs sans chaussures noires, j'en ai entendu parler dans les enquêtes de Corrado Malanga. Il y a deux genres de grands blonds, et il y en a un genre qui est même orange, hein, je crois. Le grand blond, c'est aussi le style qui interfère sur les ondes de télévision anglaises pour envoyer des messages pour récupérer des sous à l'intention de Vrillon, je crois. Il signale que le grand-papa, le grand frère Ashtar va tous nous sauver, et qu'il n'y a qu'à être cool. Dans les années 80, paraît-il. Non, je connais pas très bien les grands blancs. Exactement, 1971. 71. Alors là remettez-nous dans le contexte, parce que c'est la première fois que j'entends parler de ça. C'est quoi exactement? Un jour, lors du journal télévisé ou une autre émission à la télévision normale, à la BBC, il y a une interférence qui s'est installée sur 20 secondes, comme s'il y avait une télépirate qui prenait le contrôle de la chaîne. Et il y a eu un message assez crypté, mais qu'on arrivait à capter, disant « Je suis Ashtar Sheran, la compagnie Vrillon » ou quelque chose dans le genre. Et nous sommes là en tant que gardiens galactiques. Vous devez protéger la Terre, calmer vos ardeurs atomiques. Pour la suite, je crois qu'il faut demander à Marc, il l'a entendu récemment. But, he says, there are conditions. These include stopping the execution of all captured prisoners of war, allowing Gibraltar to take negotiations, being arrested. In Australia, Mr. Kerry Packer's cricketers are still pleading by yesterday's High Court decision, which lifted the ban on them playing in Test matches. This is the voice of Allah, representative of the Ashtar Galactic, speaking to you. For many years you have seen us as lights in the stars. We speak to you now, listen and same as we have done to your brothers and sisters all over this, your planet Earth. We come to warn you of the destiny of your race and your world, so that you may communicate to your fellow beings the course you must take to avoid the disaster which threatens your world and the beings on other worlds around you. This is in order that we may share in a great awakening as the planet passes into a new age of Aquarius. The new age will be a time of great peace and liberation for your race, but only your rulers are made aware of the evil forces that can overshadow their judgments. Be still now, and listen, for your chance may not come again. All your weapons of evil must be removed.
The time for conflict is now past, and the race of which you are a part may proceed to the higher stages of its evolution, if you show yourselves worthy to do this. You have but a short time to learn to live together in peace and goodwill. Small groups all over the planet are learning this, and exist to pass on the light of the dawning new age to you all. You are free to accept the executive teachings one this wide. Many go as wide as this. Then they run out. Spiritual evolution. Here now, the voice of Rimon, representative of the Ashtar Galactic Command, speaking to you. Be aware also that there are many false prophets and guides at present operating on your world. They will suck your energy from you, the energy you call money, and will put it to evil ends, giving you worthless costs in return. But your divine self will protect you from this. You must learn to be sensitive to the voice within you, that can tell you what is true. Learn to listen to the voice of truth which is within you. It's such a thing. This is our message. Really appreciate that we can. I insist on the little full of only really choice ingredients. I can. Cats have 9 lives. Have no fear. Keep on learning yourself and discover with the ways of your planet. The Ashtar Galactic Command thanks you for your attention. We are now leaving the days of your existence. May you be blessed by the supreme love of untruthful kindness. Use your imagination. Marc? Oui, c'était un message effectivement, et effectivement d'une race humanoïde qui se présente comme les sauveurs de notre chère Terre. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce message qui aurait piraté donc une chaîne britannique dans ces années-là, c'est que dedans il y avait la phrase, il me semble, méfiez-vous des faux prophètes. Et je pense que c'est une sorte d'aveu à double vitesse de leur part, de s'identifier pour nous laisser quelque part le discernement et le libre arbitre de penser par nous-mêmes et non pas d'écouter forcément au premier degré le message de sauveurs externes qui se font passer pour le commandement Ashtar et d'autres, et que ces faux prophètes en fait font partie de ces groupes-là. Donc je pense que c'est intéressant. En tout cas, c'est ça qu'il faut retenir, malgré la prouesse d'avoir soi-disant piraté je ne sais plus quelle chaîne, et je crois que c'était la BBC à l'époque, et que ce fameux commandement d'Ashtar a fait cette déclaration-là, mais ne réclamait rien en fait. Et voilà, il a dit simplement qu'il fallait se méfier des faux prophètes et n'écouter que soi. Donc voilà, si on savait mesurer les fréquences émises, et on pourrait savoir effectivement si ces fréquences sont en accord avec le discours, mais on n'est pas assez calé pour ça pour l'instant. Enfin, je pense pas. En tout cas, dans nos programmes civils humains, pour l'instant. Donc, effectivement, pour voir si le message et la fréquence vibratoire de l'émission du message correspondent. Je vais faire une petite digression, là, enfin à la limite.
à propos de faux prophètes, il y avait eu ce message sur les crop circles qui nous prévenait aussi, là, avec la tête et le DVD autour, codé en binaire. Et il y a eu d'autres messages comme ça. Il semblerait qu'il y ait une petite guéguerre entre crop circleurs interposés, avec un qui pourrait être Quetzalcoatl, et l'autre qui serait a priori une frange plutôt militaire. Et il y a un message avec un jeu de cache-cache entre ces deux entités-là. Et donc, je ne sais pas laquelle des deux entités est le faux prophète. A priori, c'est plutôt les méchants militaires, quoi. Enfin, parce qu'il y en a un qui a de l'humour. Le Quetzalcoatl a de l'humour dans son message. Je vous enverrai le lien là de ce décodage de Crops. Ça s'appelle message quantique. Enfin, je vais trouver ça, je vais vous le donner. Mais tu sais, cette histoire de faux prophète, c'est aussi un moyen détourné de dire attention aux faux prophètes, ne les écoutez pas car c'est moi qui dis la vérité. Et tout simplement, il se base sur un passage de la Bible, hein, je crois que c'est dans Matthieu chapitre 24 et des brouettes, où Jésus dit attention, quand les apôtres demandent comment est-ce qu'on reconnaîtra les temps de la fin, et puis Jésus lui répète, leur dit attention car il viendra des faux prophètes qui se lèveront dans un lieu après l'autre pour vous tromper, etc. Donc forcément, en mettant l'accent sur les faux prophètes, ça permet de se détacher de ces faux prophètes-là et de se faire passer eux-mêmes pour le Messie. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète la chose. Alors, ces messages-là ont été je vais vous donner quelques messages radio, télévisés, extraterrestres. Il y en a eu, pas seulement en Angleterre, hein, il y en a eu en 71, en 77, en 89, en 93 et en 2008. Et alors, ça a commencé dans les années 70 donc, et 80. Et exemple sur au Brésil, il y a eu effectivement des messages audio d'Ashtar sur des cassettes hein, qui ont été insérés à différents endroits du pays. Donc, il n'y avait pas que en Angleterre. Et il y a effectivement en 77 sur la chaîne indépendante Southern ITV Television. Alors ça, c'était la fameuse télévision anglaise. Animée, il y avait une émission animée, les actualités animées par un présentateur qui s'appelait Ivor Mills. Et donc, cette voix n'interférait pas avec les images que les téléspectateurs voyaient toujours. Mais la voix d'aspect métallique était superposée, si tu veux, à celle de Ivor Mills. Et donc, il y a aussi donc le problème, c'est qu'il s'est présenté comme la voix de Vrillon. Alors, Vrillon, c'est presque le nom que s'est donné à la Société du Vril. Aussi, bah oui, la fameuse loge, la société secrète. Raël. Et oui, Raël, Vrillon, effectivement. Et donc, il y a une totale interférence dans l'émission, et tu te dis pourquoi, à certaines, dans ces années-là, 70, 80, après 90, il y a toujours eu des messages comme ça, un peu New Age, qui sont sortis, qui ont été distribués ou qui sont apparus avoir piraté dans des émissions télé ou radio, quoi. C'est quand même assez extraordinaire. Il y a une lutte sur tous les niveaux. Il y a une lutte à tous les niveaux, je pense. Il y a peut-être des batailles cosmiques, mais il y a aussi une lutte pédagogique. Voilà. Si je veux toucher une planète, je vais la toucher par tous les niveaux, à tous les niveaux, pour être sournois mais efficace, voilà, plus délicat finalement, et toucher vraiment la globalité de la société, de l'être en question. Je crains fort. Mais les fameux nordiques, hein, c'était bien ceux aussi qui Aldébaran, c'est aussi des nordiques, hein, il me semble, cette planète-là. Tout à fait. Aldébaran. Donc, dans Aldébaran, vous avez quoi? Vous avez les fameuses femmes qui ont côtoyé les dirigeants nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, et même juste avant. Maria, Traute, Sigrun, Gudrun, Heike, dans les fameuses dames du Vril, donc la société du Vril dont on a parlé, entre 1922 et 1945.
elles se présentaient comme des femmes qui venaient de la planète Aldébaran. Et donc, comme faisant partie potentiellement des fameux nordiques. Hein. Donc tout ça lié aussi aux hyperboréens, la Terre creuse, Agartha. Il y a énormément de corrélations en fait entre tous ces humanoïdes. Hein, mais il semblerait qu'en fait, pendant les enlèvements, ces nordiques, si on en voyait dans la rue, on ne serait pas capable de faire la différence. Hein. Ils sont appelés nordiques ou blonds parce qu'ils sont grands. C'est la fameuse race dont faisait référence Adamski, c'est ça? Adamski, c'est les Vénusiens, il me semble. Moi, je dirais que c'est la race à Billy Mayer aussi. C'est peut-être. J'ai des nouvelles à propos. Depuis les années 23, les demoiselles sont parties sur Aldébaran, semblerait-il. Ouais, elles n'ont pas jugé bon de revenir. Les Billy Mayer, c'est bien les Pléiadiens. Hein, donc voilà. Ah, d'accord. Il y a eu des contacts avec des Pléiadiens. C'est lui qui avait filmé des fameuses soucoupes en noir et blanc que les débunkers ont évidemment à grand renfort débunké, mais qui seraient peut-être authentiques, ces films, parce que c'était très dur à l'époque de faire des faux comme ça dans les années alors je ne sais plus quelles années, lui c'était les années 60 il me semble, hein, 70. Ah oui, et puis quand il était en Inde, il avait aussi pris des clichés. Exact, ouais. D'ailleurs, il y a eu un film. Parce qu'il a été suivi en Inde. Hein. Il a eu un contact en Suisse, il est parti en Inde et il a été suivi en Inde. Et il en est revenu avec sa femme, je crois. Ouais. Il y a eu un film récemment qui est sorti sur Contact, Billy Mayer et les Pléiadiens. Voilà. Et donc, il y a eu aussi un autre film sur lui, La Révolution silencieuse de la vérité de Michael Horn, qui a parlé de lui 30 ans plus tard, donc sur les textes écrits à l'époque par Billy Mayer, qui se sont avérés apparemment réels, ils se sont passés, se sont déroulés. Et si vous voulez découvrir cette histoire de Billy Mayer, moi je vous renvoie à l'excellente vidéo réalisée par Elisabeth de Caligny. Alors je ne sais plus si c'est sur Nurea TV ou si c'est l'ancienne chaîne avant Nurea TV, les Lumières sur le mystère de l'univers. Mais voilà, là vous aurez toutes vos informations, et d'ailleurs sur Billy Mayer et sur les rencontres avec aussi les Vénusiens. Elisabeth a fait plusieurs émissions très très bonnes à ce sujet-là. Alors moi par contre, j'ai un peu de mal du coup à distinguer la différence entre les grands blonds, les Vénusiens, et visiblement vous avez l'air aussi de mettre un petit peu dans le même paquet les Pléiadiens. Comment est-ce qu'on les distingue physiquement, ces êtres-là? Physiquement, je ne sais pas, c'est à l'intention qu'on va les distinguer. Il y en a peut-être qui ont plutôt la pupille fendue, ou en plus, la majorité d'entre eux sont capables de nous maîtriser le cerveau, et donc de nous faire voir ce qu'ils voudraient qu'on voie. Donc, je ne sais pas, lors des abductions, il y a plein de sages et de grands maîtres ascensionnés qui viennent là et qui, quand on les touche, se transforment en reptiliens. C'est bon. Là, je me référerais à ce bouquin, Voice from the Cosmos, où ce sont des remote viewers qui ont essayé de communiquer ces entités de par le cosmos, et on avait une vue énergétique directe et était sûr de l'aspect des personnes, mais qui d'ailleurs se décrivent très sommairement en général. Hein. Je suis petit, j'ai les cheveux noirs, je suis grand, blond, les yeux comme ci, comme ça. C'est pas très très détaillé. Oui, donc quand on dit grand blond, finalement, on en met plein dans le même sac. C'est ça, Sylvain? Déjà, va savoir si c'est vraiment un grand blond, quoi, parce que souvent dans les régressions d'hypnose, des grands blonds se transforment en reptiliens. Donc, il est plus facile pour quelqu'un, malheureusement, hein, Antoine, de se présenter en beau, grand, blond, bronzé, musclé, dans un bel habit moulant. On fait plus confiance qu'un horrible petit gris qui viendrait te voir. Donc, déjà, ça, c'est un aspect psychologique. Hein. Ensuite, oui, il y a pas mal de grands blonds, mais souvent, ces grands blonds aussi, comme disait Pomme, ils maîtrisent parfaitement leur apparence.
Et quand tu les touches, ils sont pas bons. Hein. C'est pas vraiment des grands blonds magnifiques et beaux. Tu vois, ça se transforme plutôt. Et donc ça signifie que tous les grands blonds, c'est juste finalement une sorte de camouflage 3D, ou est-ce qu'il y a des vrais grands blonds dont... Il doit y en avoir de vrais grands blonds. souvenir écran, je pense. Ok. Ben, la race humanoïde, elle est répandue un petit peu partout. Il peut y en avoir absolument, hein, quand même. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. En plus, quel qu'il soit, ils vont essayer de nous montrer quelque chose qui va nous mettre dans un état psychologique d'acceptation, de respect, de timidité, voire de peur. Hein. A priori, ils sont très très rares ceux qui interviennent avec nous en étant complètement désintéressés. Je crois que ça n'existe pas vraiment, quoi, parce qu'il y a plus de dommages à intervenir comme ça que d'intérêt pour la race la plus inférieure. Tous les autres auraient plus ou moins une idée derrière la tête, quoi. Le grand blond est né avec l'opération Paperclip et puis les nazis. Antoine, avant le Troisième Reich, il n'y avait pas de grand blond. D'accord. Okay. Par contre, les Pléiadiens se positionnent comme effectivement les bienveillants. Hein. Mais ils sont grands et blonds aussi, les Pléiadiens. Alors, les Pléiadiens peuvent être effectivement grands et blonds, mais aussi peuvent être bruns, il me semble. Hein. Donc voilà, ils se positionnent en tout cas vis-à-vis des contactés pour aider l'humanité à trouver une sorte de liberté. Ouais, ça fait 5 ans qu'ils se positionnent dans le New Age et ça fait 50 ans qu'ils font rien, quoi. Donc les Pléiadiens, ils utilisent juste l'humanité et on voit souvent des Pléiadiens à côté des petits gris en vivisection sur les humains. Et c'est une sale race. Tenez-vous loin des Pléiadiens, je vous le conseille. Et c'est vrai que Sébastien Martin, hein, qu'on a reçu donc dans Miasme numéro 44, lui nous narre sa rencontre avec un Pléiadien. Et effectivement, il n'est pas blond, il est relativement grand, mais il est plutôt brun. Et effectivement, ils sont liés à ce que tu décris, Sylvano. D'ailleurs, au bout de 5 ans, Sébastien s'en rend compte et comprend qu'il se fait manipuler. Donc, alors là, on a compris que... on va dire que les races finalement que l'on va rencontrer le plus régulièrement en abduction, ou dont on va entendre le plus régulièrement parler, ce sont les petits gris, les grands blonds, et ils ne sont pas forcément là pour notre bien. Alors, je m'inscris en faux contre ce que je viens de dire, parce que il va falloir qu'on parle des Sasquatch que l'on voit aussi très souvent avec les apparitions d'OVNI, et que parfois on a vu lors de certaines abductions, et que j'ai vu dans un film dernièrement. Alors, eux, par contre, peuvent avoir des interactions positives, puisque j'ai entendu et j'ai lu quelques témoignages de soins énergétiques, et voire même de soins pour réparer une hernie discale, quoi. De la guérir très très sérieusement. Hein. Donc voilà, pour une fois, je disais que les interventions étaient en général avec une mauvaise idée derrière la tête. A priori, les Sasquatch sont sur la Terre depuis avant nous. Ils nous ont vus nous faire détruire 5 ou 6 fois, là, si on est la 6e civilisation. Ils sont aussi issus d'ailleurs et ils sont aussi un mix avec des E.T. Disons que le gros point commun qu'on a entre les Sasquatch et nous, c'est une grosse part de E.T. Alors, est-ce qu'il viendrait de la planète Maldek, d'après ce que j'ai entendu, qui a été détruite il y a longtemps, Maldek, mais la question humoristique là, est-ce que si tu ne tombes pas à plat ventre devant un Sasquatch et il te marche sur le dos, est-ce que ça ne remet pas en place ton hernie discale finalement? Ils sont a priori vraiment quand même très très lourds. Ils sont délicats, ils sont psychiques, ils peuvent faire de la télékinésie, ils peuvent maîtriser une atmosphère, une ambiance. Ils peuvent créer une impression d'amour ou de crainte, et s'ils veulent avoir la paix, ils peuvent très bien éloigner des gens sans même leur envoyer quoi que ce soit, aucun projectile dessus. Ils peuvent aussi maîtriser l'ambiance au niveau climatique, par exemple.
comme les êtres de la nature, dont on va sûrement parler, puisqu'ils font partie de notre faune générale. Et ils peuvent générer des rayons de soleil au milieu d'une tempête, voire le contraire sûrement aussi. Alors les Sasquatch, finalement, ça ressemblerait à quoi? À Chewbacca, au fameux Bigfoot, dont certaines images filmées. Tout autour de la planète, il y a plusieurs races qui ont chacune leur nom. Il y en a certaines qui sont hybridées avec l'homme, hein, notamment en Russie. Il y a aussi une race qu'on appelle les anciens, qui ont un visage très très humain, là par contre. Sinon, les autres sont peut-être un peu plus simiesques, à part le fait qu'ils ont quand même des lèvres, paraît-il. Alors donc c'est intéressant ça, Pam, parce que ça signifie, parce que dans les légendes en cryptozoologie, on pense que les Sasquatch, ce seraient tout simplement des descendants d'Homo néandertaliens ou d'une famille, une branche parallèle. Pas du tout, en fait c'est tout simplement une race city qui serait quoi? Qui serait écrasée à une époque sur Terre et puis finalement qui aurait fait une petite colonie. Alors, je ne sais plus à quoi sont dues beaucoup de leurs disparitions, d'autant qu'ils sont aussi transdimensionnels. Donc, a priori, il faut peut-être un certain âge et une certaine pratique pour qu'ils arrivent à faire ça. Mais sinon, ils pourraient toujours se tirer d'affaire, hein, quoi qu'il arrive quelle que soit la situation dans laquelle ils sont. Mais sinon, je ne sais pas. Je crois qu'il y a des gens qui essayent d'estimer la population. J'avais lu le nombre, je dirais 850 000, mais je ne suis pas sûr du tout. Répartis en zones, et aux États-Unis, ça sera plutôt l'île de Vancouver, là-haut, là où, paraît-il, il y en a quand même le plus de... Alors là, Pam, 850 000, ça, en plus c'est quand même des bestiaux poilus qui se voient de loin. Tu vois, je pense qu'on en aurait des images assez régulièrement. Ça fait beaucoup, non? T'es sûr de ton chiffre? Alors pour les images, ils sont très psychiques. Si on pose une caméra discrète, ils la sentent. Ils sentent le sentiment de la personne qui se promène dans la forêt. Et ils savent si elle a un fusil, si elle a l'intention d'être agressive, de tuer. Ils savent si elle a les appareils photo. Et il semblerait qu'ils arrivent à maîtriser un petit peu l'électromagnétisme local afin d'effacer les clichés dont ils n'ont pas envie d'être vus, quoi, qu'ils soient vus. Et ils sont très furtifs, hein, parce qu'on voit certaines émissions américaines où ils font justement une espèce de pistage du Bigfoot, et ils arrivent quand même à ramener quelques preuves, hein, comme je crois qu'il y avait plusieurs poils de Bigfoot qui avaient été analysés, qui avaient été ramenés justement et analysés au niveau ADN pendant ces émissions-là. Et c'est des émissions qui ne sont pas toutes dédiées à faire juste du buzz ou de la télé-réalité, hein. Ce sont des émissions assez sérieuses, donc pas qu'avec des hillbillies des marais, hein, de Louisiane ou de Floride. Donc il y a vraiment de sérieuses preuves là-dessus. Et il y a aussi une histoire qui circule et qui est confirmée dans l'information un petit peu ésotérique, c'est que les nazis donc avaient fait monter des expéditions au Tibet avec Himmler, hein, il me semble que c'était Himmler, le chef des opérations au Tibet, et ils avaient capturé 2 Yétis qu'ils avaient ramenés en Allemagne pour faire de l'hybridation, justement, des expériences génétiques d'hybridation. Donc voilà, vous vérifierez cette information qui a circulé pas mal, mais qui n'était vraiment pas du tout officielle, en tout cas. Donc voilà, je l'avais déjà lu plusieurs fois. Ok. Alors, on va revenir du côté de la Maison Blanche. On va laisser un petit peu ces bêtes poilues et revenir du côté de la Maison Blanche pour parler de la fameuse race alien qui collaborerait ou qui aurait collaboré avec la Maison Blanche dans les années 50. Et donc il y a un film qui est sorti voilà, il n'y a pas très longtemps, Stranger at the Pentagon. Et j'ai interviewé le réalisateur du film, justement. Il s'appelle Craig Campobasso. D'accord. Et cette race-là, ce serait quoi comme race? Des Vénusiens. Un Vénusien, en tout cas. Valiant Thor. Ok, donc Vénusien, c'est aussi type grand blond? Alors. Oui, c'est ça, ouais. C'est aussi pareil, ouais. Ouais. Alors, vous pouvez voir cette interview sur il mon pas site. Blanc. Valiant Thor.
Oui, il est brun. Il est brun. Il est brun, ouais. Ouais, c'est vrai. Il est brun. On dirait James Sur Bond Vénus. de l'époque, en 70, là. Ouais, On dirait ouais, ouais. Sean Connery de l'époque. Non, avec plus de cheveux. Oui, peut-être un peu. Non, il a des cheveux. Et il aurait été justement capturé parce il avait tenté un deal. Son vaisseau serait encore dans un fameux lac aux États-Unis, mais sur une fréquence différente, inaccessible, donc même de l'armée, programme spatial secret. Donc, il pourrait en fait commander son vaisseau par la pensée et retourner sur Vénus quand il veut. Vénus qui fait la une des actualités astronomiques ces derniers temps et qui a fait aussi, qui m'a mis en émoi pendant une séance d'hypnose parce que suite à un rêve très intense que j'ai fait. Dans ce rêve, je voyais un astre qui s'approchait de la Terre et des gens autour affolés qui prenaient des photos. Et c'est très rare que je me souvienne de quelqu'un qui me parle clairement dans un rêve et qui m'a dit, quand je suis tombé sur le cul, carrément, et avant de me réveiller, dans la rue au Mexique, je voyais un astre lumineux s'approcher de la Terre. Et le gars m'a dit, c'est Vénus, elle sera le plus proche de la Terre bientôt. Je me réveille, dans la séance d'hypnose que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Avant, on a cherché avec l'hypnothérapeute Pamela Gonder, donc à Paris, quand Vénus arriverait le plus proche de la Terre. Parce qu'on parlait de Vénus, j'en profite. Et c'est le 25 mars prochain. Et allez voir dans les vidéos YouTube américaines et anglo-saxonnes, en ce moment, les différentes observations de Vénus, beaucoup s'interrogent si c'est vraiment la planète Vénus qui est super lumineuse et qui s'approche de la Terre. Parce que dans ma séance d'hypnose, mon subconscient, en tout cas, a répondu que ce n'était pas Vénus, mais c'était un astre artificiel, une sorte de planétoïde piloté. Donc, pour provoquer une espèce de choc émotionnel hypnotique sur des millions de gens qui vont le regarder. Donc, vous le prenez, il va probablement rien se passer, mais en tout cas, à force de crier au loup, moi, je divulgue ce que j'ai vu, ce que mon subconscient a révélé en hypnose aussi, ce que j'ai vu en rêve. Ça me paraît assez précis comme information pour être simplement anodin. Et allez voir, en tout cas en ligne, les observations de Vénus, de Steve Olson, notamment, O-L-S-O-N. Vous verrez un petit peu ce qu'ils observent aux quatre coins du monde anglo-saxon par rapport à Vénus en ce moment. Donc tu as encore rêvé d'elle et des draps s'en souviennent encore. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Excuse-moi. Cette émission étant enregistrée enregistrée le 1er mars pour être diffusée le 1er avril, voilà, au moins nos tipeurs pourront apprécier, savoir si s'est passé quelque chose le 25 mars. Ils le sauront avant de voir l'émission. Voilà. Dis-moi, en parlant toujours sur Vénus, on a connu une vénusienne, réputée vénusienne, qui d'ailleurs passait assez régulièrement à un moment donné sur BTLV, c'est Minanda, il me semble, qui était vénusienne, ou hybride vénusienne. Oui, absolument. Sa mère serait de Vénus et je crois son père était de Saturne, voilà. Il me semble. Donc, elle aurait été jugée sur le tribunal de Saturne et envoyée sur Terre pour une sorte de punition, en tout cas. Donc voilà, elle se dit une conscience extraterrestre, et donc, en tout cas, sa conscience viendrait de Vénus. Et donc, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que finalement, il n'y a pas que... Ils ne sont pas envoyés qu'en mission pour faire des tractations avec les gouvernements secrets, etc. etc. Ils sont aussi envoyés en incarnation, visiblement, ou en réincarnation, pour pouvoir, là dans le cas de Minanda, c'était expier un grave péché qu'elle avait fait en tant que vénusienne. Et en même temps, elle aide à développer en tout cas l'ouverture de conscience et le discernement par rapport aux humains auxquels elle a divulgué ces informations, parce qu'elle n'est pas du tout New Age, même si elle est très branchée végane, végétalienne, etc., végétarienne. Eh bien, elle est absolument elle décrit tout ce qui se passe en fait parmi ces races qui font les abductions, la collaboration avec le gouvernement secret, etc., etc. Donc, elle est je dirais qu'elle semble en tout cas totalement sincère par rapport à son discours. Pour en revenir
au fameux Vénusien dont on parlait tout à l'heure, hein, parce que j'ai retrouvé ma page. Vous pourrez aller voir cette interview avec le réalisateur du film. C'est un livre, en fait, L'étranger au Pentagone, qui est basé sur les écrits d'un docteur qui s'appelle le docteur Frank Stranges. Et c'est un classique de l'ufologie en 67, où il avait décrit la visite d'extraterrestres qui ressemblaient aux humains, donc les Vénusiens, dans les années 50. Et donc ces Vénusiens, dont le fameux Valiantor, ils souhaitaient en fait aider l'humanité qui était en péril avec son passage à l'ère nucléaire, et a tenté de les désarmer et les pacifier. Donc Eisenhower, après plusieurs rencontres avec ces êtres, s'est vu forcé de refuser, hein, apparemment à cause de son lobby de chef d'état-major et aussi d'industriels, hein, qui se disaient non, si après on guérit tout le monde et on pacifie tout, on fera plus d'argent avec le système médical et les labos, les hôpitaux, etc. Donc pour les soins et d'autres industries de la guerre. Et effectivement, pareil. Donc ils l'ont refusé ce deal, ils l'ont emprisonné, même torturé, et il a été délivré par d'autres Vénusiens. Donc voilà, il est reparti. Et effectivement, Eisenhower, avant son départ de la Maison-Blanche, vous vous souvenez tous, hein, il a fait un discours à la nation qui était mémorable. Il est resté dans les mémoires. Ce qui n'empêche que Eisenhower était quand même à la base de cette équipe de tueurs à gages, hein, Opération 40, qui mettent en scène des attentats, des fakes avec des vrais morts aux quatre coins du monde pour justifier les guerres, pour justifier tout ce qu'il avait besoin, en tout cas autour de lui, hein, son équipe. Donc c'est lui qui était à l'origine de cette fameuse équipe de tueurs dans les années 50 et 60, qui ont tué un paquet de gens. Hein. Vous verrez, Opération 40, cherchez, vous trouvez l'info dessus, c'est officiel, noir sur blanc, une équipe de tueurs qui a perpétré un max de meurtres, tourné pour la télévision, en tout cas pour les médias. Comme ça se fait aujourd'hui avec tous les false flags aux quatre coins du monde. Et nous, les Français, on est en tête de liste, hein, dans ces fameux false flags. Donc voilà. Okay. Il aurait aussi signé l'accord pour les abductions. Hein. Et dans ma rétrospective des émissions Miasme, je suis tombé sur Rock Soccer qui rappelait que Monsieur X dévoilait que les couffins qu'il y a tout autour des camps de la FEMA ne sont pas faits pour enterrer des cadavres, étant donné qu'ils sont déjà en plastique et qu'un cadavre c'est censé putrir, pourrir, mais qui sont faits pour envoyer les sandwichs dans le cosmos, a priori. Ça m'énerve un peu. De dire que tu vas finir en sandwich. C'est-à-dire que je vais pas m'arrêter de fumer, hein, parce que je vais être le plus infect possible. Bah, s'ils ont besoin d'un cornichon, ça se trouve, pour mettre entre... Bon allez, ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur une race dont on parle par contre très souvent, c'est la fameuse race des reptiliens. Alors là, je viens de lire un petit article où on apprend que les reptiliens en fait seraient contrôlés par les insectoïdes de type menthe et auraient été créés par des arthuriens. Donc là, j'ai trois races, les arthuriens, vous allez m'expliquer ce que c'est, les menthes, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, et les reptiliens. Sylvano, tu veux peut-être commencer? Oui, non, c'est des conneries là, ce que tu viens de lire. Non, les reptiliens, c'est une race à part, les insectoïdes, c'est une race à part, les arthuriens, c'est plutôt dans la catégorie des grands blonds, ils travaillent avec les reptiliens, et c'est aussi des mauvais, quoi. Donc les reptiliens, eux, c'est dans la même famille, hein, que les dracos, reptiliens, les petits gris. C'est rare de voir une abduction avec des petits gris sans qu'un reptilien se cache derrière. Donc les reptiliens utilisent plutôt le petit gris comme, on dit souvent comme esclave, hein, mais moi je le dis plutôt sous forme de robot organique, parce que le reptilien n'a pas la capacité de venir sur Terre assez aisément quand même, il faut qu'il s'enterre, il n'aime pas du tout le soleil, l'énergie christique du soleil. Et par contre, lui, l'énergie magnifique de la Lune, ça il adore. Et il y a beaucoup de reptiliens sur la Lune. Et là aussi, on peut voir les écrits de fameux Matthew Hoover comme Ingo Swann qui nous raconte tout ça. Et par contre, les insectoïdes sont beaucoup plus balèzes en génétique par rapport aux reptiliens, ça c'est sûr. Donc, les petits gris, eux, sont utilisés aussi par les reptiliens,
pour pouvoir faire toutes sortes de manipulations génétiques et toutes sortes d'hybridations. Ils sont à la recherche de plein de choses chez nous, nos émotions, et surtout le nec plus ultra, notre âme, qu'ils n'ont pas. Alors ces reptiliens, ils viendraient d'où? Alpha Draconis pour certains. Donc ça, ce sont les dracos, hein, les reptiliens draconiens, donc ils viendraient d'Alpha Draconis. Ce sont ceux avec les ailes, hein, en fait. Et il y a des indigènes reptiliens de la Terre, apparemment, hein, selon une classification de Michael Sala, et qui viserait évidemment ce que vient de dire Silvano, hein, la manipulation des élites, des institutions, des systèmes financiers, influencer les systèmes de croyances religieuses. Donc au Vatican, il doit y avoir un bon nombre de reptiliens. Pareil chez la famille Saoud, hein, en Arabie Saoudite, chez les Wahhabites. Donc le militarisme, l'enlèvement de l'histoire de la civilisation humaine, en fait, effacer la mémoire de... Donc là aussi, le reptilien est un métamorphe, ou en tout cas, il a un système pour pouvoir prendre apparence humaine. Exactement, mais alors il ne peut pas la prendre très longtemps, à part pour les hybrides reptiliens. Moi, j'avais interviewé deux hybrides, dont une, Juju Joekita, qui se dit être issue d'une race reptilienne pacifique, elle, et qui a avoué que, par contre, les reptiliens qui gèrent le gouvernement secret humain leur donnent très très mauvaise presse, puisque ce sont des prédateurs absolus, hein, qui sont là pour récolter en fait effectivement l'énergie vitale de l'humain, créer une dualité permanente des conflits, de la souffrance pour s'en nourrir, hein. Donc voilà, concentrer la richesse, la pauvreté et la pauvreté dans le monde. Ils s'occupent de toutes les élites corrompues, les institutions, etc. Donc c'est pour ça qu'on en voit beaucoup quand même graviter dans le showbiz, dans les médias, dans la politique, enfin tout ce qui peut contrôler en tout cas le psyché de la masse collective d'humains, qui peut être influençable et influencé, hein, perpétuellement. Donc, mais on les voit très très dans l'histoire humaine, ils sont là depuis très longtemps, hein. Donc voilà. Alors du coup, alors, c'est reptilien. Donc il n'y en aurait qu'une race qui viendrait de Draco, je ne sais plus comment tu l'as appelé, ou il y en aurait vraiment différentes races. Moi je sais pas, j'ai cette idée, pour avoir lu du Hampton Parks, que les reptiliens, c'était vraiment la race alien qui dominait à un moment donné l'univers, et qui était en conflit d'ailleurs entre la lignée femelle des reptiliens de la lignée mâle. Ça, c'est Gina Aboul, chez Hampton Parks. Donc, c'est une seule personne qui a des flashs, qui a fait du channeling avec ces entités qui lui ont raconté cette histoire très, très détaillée, très plausible, mais en même temps, ce n'est qu'une seule source. C'est-à-dire que comment peut-on se baser sur une seule source qui décrit que nos créateurs généticiens étaient une race de reptiliens qui s'appelait les Gina Abouls. Après, c'est se baser sur une seule personne. Alors que là, le sujet est aussi soutenu par Dan Winter. Ouais. Si tu connais, qui est un ingénieur électricien qui est assez intéressant, dont tout le travail est passionnant même, qui s'occupe de la réénergisation de l'eau, de garder sa mémoire après la mort, de système d'énergie, et qui a aussi traité de la génétique draconienne et des interférences. Alors je sais pas, je crois que par le biais de sa Kundalini, lui doit voyager ou avoir des flashs, ou je ne sais pas. Et il en a parlé, et lui aussi, oui, il traite de cette race de reine dragonne, d'où la reine Mag, d'où viendraient les mots d'ailleurs magie, entre autres. Et c'est cette époque où il y avait un matriarcat draconien, d'où par la suite les mâles s'étant libérés ont maintenant pris la bride et ne veulent plus la lâcher non plus, quoi, a priori. Et ils ont tous, eux, créé des hybrides ou des créations qui leur sont inférieures, qui sont soit des soldats, soit des esclaves, soit des spécialisés. Et moi, je suis pas d'accord. Si on fait une émission comme ça, on peut pas se permettre de raconter les channelings d'une personne, comme dit Marc, parce que c'est basé sur rien, quoi. C'est une histoire de fou.
Anton Parks, ses écrits, c'est de la science-fiction, quoi. Le type, il a cherché des mots, des trucs, mais ça sort de nulle part. Moi, je connais des spécialistes de l'écriture sumérienne cunéiforme. Il n'y en a aucun qui donne 1% de crédit à Anton Parks, quoi. Pourtant, eux, les tablettes sumériennes, ils les ont eu en main, quoi. Donc après, si on prend le channel, si on prend toutes les histoires de toutes les channels du monde entier qui ont canalisé ce qu'on raconte, ce qui vient de l'univers, alors là, faut arrêter, quoi. Je veux dire, c'est pas sérieux. On peut pas faire ça. Surtout en sachant un des pourquoi ils nous abductent, hein, faut pas l'oublier, c'est d'utiliser notre code génétique afin de stocker de l'information. Parce que dans notre ADN, on peut stocker de l'information de manière très simple. Ça se retrouve vite. Ils peuvent stocker toute leur vie dans notre ADN. Et c'est un petit peu vers justement l'immortalité, parce qu'ils ne sont pas immortels, mais ils veulent tendre à l'immortalité. Donc un peu, toi par exemple, Antoine, si tu avais envie d'être immortel, et que tu sais que ton corps ne va pas pouvoir vivre 10 000 ans, mais qu'on te dit, tiens, on va prendre toute ta mémoire, toute ta conscience, tout ce que tu as vécu dans cette vie, hop, on la met dans un nouvel ADN, et puis tu recommences avec une nouvelle coque, qu'est-ce que t'en as à foutre, ça s'appelle un conteneur, hein. Tu auras une autre tête, c'est tout, mais tu auras de nouveau toute ta conscience. Bah, tu pourras continuer à vivre une deuxième vie, troisième vie. Oh, et ouais, mais et ma tête de beau gosse, je l'aurai plus? Non, non, c'est pas possible. La tête de beau gosse avec tes belles lunettes, tu l'auras plus. Ouais, mais là, ça, c'est la réincarnation, ce que tu es en train de nous expliquer. La seule différence, c'est qu'il y a une remise à zéro et t'oublies tout avec la réincarnation. Mais c'est-à-dire que c'est pas une remise à zéro, c'est ce qui a souvent été vu dans les séances d'hypnose. Je veux dire que là, ce que je te raconte, par contre, c'est à peu près, je sais pas moi, 5000 témoignages parmi toutes les millions d'hypnoses qui ont été faites à travers le monde. Il ne faut pas croire qu'il y a juste Malanga, Roger Kefasi, puis Rachel Fortin. Hein, et il y en a des millions qui font des hypnoses régressives dans le monde depuis 60 ans. Et ça, c'est quelque chose qui vient souvent, quoi. C'est-à-dire que ils placent leur mémoire dans notre ADN. Pas que leur mémoire. Des fois, il y en a qui ont dans leur ADN l'histoire de toute une civilisation. Parce que c'est infinitésimale la capacité de stockage de l'ADN. Et d'ailleurs, maintenant, c'est confirmé par des recherches qui se font de plus en plus par nos scientifiques sur notre petite planète 3D, où on commence à savoir stocker. Le prochain ordinateur, je rappelle, c'est un ordinateur quantique, hein, ça n'a plus rien à voir déjà avec le silicium. Et l'ordinateur ultime, ce sera un ordinateur organique. Alors, c'est là que vous apercevrez qu'on n'est quand même pas tout le temps d'accord tous ensemble. Parce que moi, je suis un pro Anton Parks et Silvano, non. La différence avec les autres channeling, les autres channels, c'est que, là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est qu'il arrive à recouper ces informations avec les écritures cunéiformes. Et je ne suis pas sûr que tes fameux spécialistes soient aussi spécialistes que ça du cunéiforme. De la même façon que beaucoup de spécialistes en écriture ancienne référons tout ça à Monsieur Rocksocker. Mais on va mettre ça de côté. Ceci dit, il me semble que Zecharia Sitchin a un certain nombre d'avis qui convergent avec ceux d'Anton Parks, même si ils ne se supportent pas tous les deux, feu Monsieur Zecharia Sitchin. Donc malgré tout, si on revient quand même à cette histoire, elle paraît quand même assez cohérente. Et pourquoi elle pourrait ne pas exister? Le fait qu'il y ait ces races reptiliennes qui étaient d'ailleurs en guerre entre elles. Hein. Ça n'empêche pas que les autres races existent aussi. Mais ceci dit, aujourd'hui elles ont disparu, on n'entend plus parler. C'est toujours ça l'interrogation, c'est où sont-elles? Voilà. Alors si, on entend beaucoup parler justement. Alors, contrairement à ce que tu dis, non, ces reptiliens sont bien présents, mais et absolument partout. Hein, donc, je parle des reptiliens d'Anton Parks. Hein, ceux dont on entend parler, c'est les reptiliens, oui. C'est les mêmes après. Hein. Je sais pas, mais justement, je sais pas. A priori, c'est les mêmes. On se demande si les Anunnaki vont revenir. En fait, ils ne seraient jamais partis. Hein. Il n'y a pas vraiment de raison. Hein. On est tombé sur des vieux textes où les règnes des pharaons anciens duraient 70 000 ans, 40 000, mais bon, jusqu'à 70 000, même peut-être 118 000 pour un. Ici, je ne veux pas exagérer non plus.
Voilà, il y a en fonction de la résistance de la population, du troupeau, je vais passer un moment en Amérique du Sud, et puis après l'Afrique du Sud, et puis après, ben voilà, je sais pas, je lâche pas l'affaire. Mon seul problème, ça va être les jaloux dans ma famille. Mhm. Mais Anunnaki reptilien, c'est la même chose du coup pour vous ou pas? Ça, je ne suis pas sûr, non. Mais sur les tablettes sumériennes, mais enfin les sculptures, on voit pas mal de races différentes. Est-ce que c'était tous des produits génétiques modifiés à eux ou des races différentes? Je crois que dans les textes, que ce soit de Sitchin, de tout le monde, ils parlent déjà dans leur population de différentes espèces. Et donc pour toi, Sylvano, c'est deux choses différentes. Anunnaki et reptilien, oui, complètement. Mais pour moi, je te dis, ça reste de la science-fiction complète. Puisque déjà, sans aller dans les tablettes cunéiformes, les spécialistes mondiaux, quand je te parle de spécialistes mondiaux, c'est vraiment spécialistes mondiaux, hein, c'est pas dans les spécialistes mondiaux de l'ufologie ou de trucs. Hein. Donc, mais justement, là où je te rejoins pas, Sylvano, c'est que ces spécialistes classiques mainstream vont toujours réfuter la présence multimillénaire d'êtres non terrestres sur cette planète. Donc ils vont réfuter toute interprétation exogène de n'importe quelle tablette, de n'importe quelle gravure égyptienne ou sumérienne, sur quoi que ce soit, ou maya, ou toltèque, ou aztèque. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Par exemple, un des spécialistes de l'écriture cunéiforme, c'est Mauro Biglino, qui a écrit Le Dieu de la Bible vient des étoiles, où il décrit parfaitement. Oui, mais eux, ils regardent l'autre Bible. Eux, ils regardent l'officiel. Oui. C'est l'officiel qui a le pouvoir, c'est pas Mauro Biglino, malheureusement. Oui, mais il a traduit. Donc il a traduit. Oui, mais je suis d'accord, mais il y a très peu de gens qui le soutiennent pour l'instant, notamment pas le pouvoir. Oui, mais ça, on s'en fout. Nous, on ne discute pas de ceux qui sont soutenus par le pouvoir ou par l'évêché du Vatican. Donc là, par contre, il y a parfaitement la création génétique de l'homme par des Elohim. Et c'est parfaitement documenté. C'est-à-dire que Bob Biglino, là, il en est à 9 livres. C'est parfaitement documenté, trait par trait. Le début, comment ils ont raté, comment il y a eu des essais avec l'homme avec 3 jambes, l'autre avec 2 têtes, l'autre, il était parfaitement bien, mais il n'avait pas de bras. Alors pour celui à 3 jambes, j'ai des nouvelles. Et donc, c'est des Elohim, avec quand même une particularité que moi je m'étonne, hein, mais que je cherche désespérément. C'est que c'est des tonnes et des tonnes de livres, des tonnes et des tonnes de pages, je veux dire, excusez-moi, qui ont été traduites donc de l'araméen, des textes anciens où on parle de Babylone, on parle de l'Égypte, on parle de la terre d'Israël. On parle donc évidemment de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Il n'est jamais fait référence aux pyramides. Moi, je me dis, comment des gens qui ont écrit toute une histoire, tout un peuple qui fuit d'Égypte, qui arrive en terre d'Israël, qui va en Israël, qui retourne en Égypte, tout ce qui s'est passé en Égypte, il n'y a pas une trace de description de pyramides. Vous pouvez m'expliquer ce mystère ? Qui, aujourd'hui, sont déjà une des 7 merveilles du monde. Mais alors, à l'époque, je ne vous dis pas, quelle merveille ça devait être. Même à l'époque de Moïse à Akhenaton, pas une phrase, pas un mot citant les pyramides d'Égypte. Pourtant, oui, mais si, il me semble que si, parce que non, ils appelaient pas montagne, mais les Juifs étaient tout simplement en esclavage pour pouvoir construire les pyramides. Elles étaient, pour moi, elles étaient en mode. Non, ça peut être. C'est pas les mêmes périodes. Je sais pas, mais quand Moïse a sorti les Juifs d'Égypte, ils étaient esclaves des Égyptiens, mais c'était pas pour faire la cuisine, c'était pour être sur les travaux de. C'est écrit nulle part. Bon, écoute, je regarderai ça. C'est vrai que ça. Ta remarque m'interpelle, mais malgré tout, pour rebondir, pour moi, Elohim et Anunnaki, c'est la même chose. Pour moi, pas. Hein. Tu les vois comment, les Elohim? Donc ce serait quelle race extraterrestre pour toi, les Elohim? Ils sont comme toi et moi. Des humanoïdes. Ah, les humanoïdes, oui, comme toi et moi. Je ne sais pas si on pourrait faire aujourd'hui une différence, comme dit tout à l'heure Marc, dans le métro, entre un Elohim
et un pur humain, quoi. Ils nous ont fait un autre usage. Et ça a été prouvé par les recherches de Pietro Buffa, qui lui a décortiqué le code génétique du Cro-Magnon jusqu'à l'Homo, et puis a vu cette césure à l'Homo habilis. Et à l'Homo habilis, notre boîte crânienne a gagné 20% de capacité. On ne sait absolument pas comment. Et c'est juste impossible sans intervention génétique, quoi. Oui, ça on est tout à fait d'accord, mais les Elohim, quoi, on n'est pas un mélange de Homo habilis et d'Elohim, on est un mélange d'Homo habilis et d'autres choses. D'ailleurs, pour revenir à Mauro Biglino, donc déjà deux choses. Nous avons interviewé Mauro avec Silvano au mois de mars, donc elle est sortie le 8 mars. Si vous êtes passé à côté, moi je vous invite à regarder cette émission qui est en accès libre sur Miasme TV. Et donc pour revenir à Mauro, il me semble qu'à un moment donné, il le disait dans un de ses livres que pourquoi est-ce qu'on ne faisait pas de représentation de Yahvé, justement parce qu'il n'avait pas une gueule d'humain. Je pense que c'est une bonne idée, oui. Ah, non, tu t'en souviens ou pas? Non, j'ai pas lu ça, mais on faisait pas parce qu'il interdisait tout simplement, parce que il avait pas que son pagne et puis des sandales, hein. Il était toujours avec un casque, une machine de guerre, des armes qui n'étaient pas de l'époque, et donc c'était pour ça qu'on n'avait pas le droit de faire des dessins de lui. C'était surtout pas dessiner. C'est de l'interprétation. Il n'y a pas ces petites statuettes là qui ont des têtes de lézard ou des têtes d'amphibiens. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une lutte entre les reptiliens et les Anunnaki, parce que peut-être les Anunnaki sont plutôt une base humano-amphibienne. C'est possible, mais parce que ça se rapprocherait avec le roi Dogon qui est quand même décrit avec une queue de poisson. Ouais, mais les Dogons, c'est Sirius. Hein. Ils disaient venir directement de Sirius B. Par un vortex, donc leurs créateurs sont venus de Sirius par un trou de verre. Ah, c'en est d'autres alors, d'accord. Les Syriens, ouais, effectivement, amphibiens avec les statuettes Dogon, mais c'est pas du tout la même chose. L'Anunnaki est décrit plutôt comme un géant, hein, qui viendrait de Nibiru, la planète Nibiru, la fameuse planète X dont Sitchin a parlé, dont beaucoup de gens parlent depuis des dizaines d'années, la fameuse 10e planète qui viendrait tous les 3500 ans, c'est ça? 3600. Mais bon, il n'y a que Sitchin qui en parle en fait de Nibiru. Il y a beaucoup de gens qui en parlent quand même, à part Sitchin. Mais enfin bon, est-ce qu'ils se sont inspirés de lui? Il y a des chances. Peut-être pas tous. Peut-être pas tous. En tout cas, les Anunnaki viendraient de cette fameuse planète. Et donc c'est vrai, comment faire la différence entre les Elohim, les géants, les Anunnaki, et puis des reptiliens potentiellement qui auraient interféré avec notre génétique? C'est vrai ça peut engendrer un débat interminable, mais en même temps, bon, qu'est-ce qu'on voit? On voit des traces de toutes ces entités-là dans les écrits anciens, même si la Bible a été réécrite depuis l'origine des dizaines de fois, hein, donc je ne sais pas à quel point on peut se fier à des écrits qui ont été manipulés, récupérés par des hommes pour dominer d'autres hommes, hein, avec le fameux dogme, donc comme tous les écrits religieux d'ailleurs. Et puis c'est vrai que ça paraît pas. Il y a beaucoup d'interdits par rapport au Veda, par exemple, où c'est plus quand même basé sur la recherche de la spiritualité, de l'unité, etc., au niveau esprit, mais c'est vrai, je sais pas trop, parce que ces trois religions monothéistes, elles ont quand même été créées à la même période dans l'histoire. Est-ce que ça vous parle? C'est-à-dire qu'à l'époque où on venait de créer l'esclave, le robot biologique humain parfait, et on voulait entretenir la dualité entre certaines zones géographiques de la Terre et certaines ethnicités d'humains. Donc moi, je pense que c'est un système de contrôle, hein, de cette pyramide de domination planétaire, ces trois religions monothéistes, en fait, qui ne sont pas du tout basées, à mon avis, en tout cas, ont été récupérées pour créer des conflits et entretenir cette dualité entre les hommes. Et on s'en sert aussi toujours aujourd'hui d'armes de guerre, en tout cas, pour déclencher des luttes de religions interposées qui n'ont pas lieu d'être, parce qu'on voit bien qu'à la tête de chaque religion, il y a
organisés, hein, je parle, le Vatican, le wahhabisme et le judaïsme, des sacrés manipulateurs en tout cas, et qui sont plutôt plus proches du côté obscur que de la lumière, hein, en tout cas. Donc, pour continuer de parler de ces dieux du passé qui seraient tout simplement des aliens, hein, qu'est-ce que vous pensez du bestiaire du panthéon égyptien? Donc tous ces dieux à tête de chat, d'hippopotame, de chacal, donc Anubis, Baphomet, et j'en passe, c'est les meilleurs, Isis, Osiris. Est-ce que vous pensez que c'était là aussi juste une vue de l'imagination des artistes égyptiens, ou est-ce que au final toutes les espèces animales que l'on a sur Terre, on les retrouverait comme espèces intelligentes, aliens, quelque part dans l'univers? Oui, moi je suis d'accord avec celle-là. Là. Ça expliquerait aussi la drôle de tête de Sphinx sur Mars, qui n'est pas vraiment humanoïde. Ça expliquerait que la tête du Sphinx à Gizeh n'est pas censée être une tête humaine, puisqu'elle a été retaillée, que ce soit à cause de sa proportion bizarre, et que ce soit à propos des légendes. Et dans toutes les légendes de Sphinx, il n'a pas une tête humaine, le Sphinx, hein, il me semble pas. Et sinon, moi je pense que si des races spéciales ont fini par s'unir pour créer une société, qu'elle était donc représentée sur les sculptures, ça n'empêche pas que chacune de ces races avait une distinction un peu plus particulière, ce qui donnerait à Thoth le côté savant, à l'autre le côté soigneur, au troisième le côté fertile. Enfin, je suppose hein, que l'un n'empêche pas l'autre. Les dernières disclosures parlent de races humanoïdes, lion, chat, donc delphinoïdes au niveau des hybrides. Enfin voilà, je vois pas l'inconvénient. Tu es en train de dire que les Cosmocats ont vraiment existé? Oui, je m'en souviens. La vision par-delà la vision. Dans ces capsules, il y a les Cosmocats. Cosmocats! Sacre moustache. Tu es allé voir l'exposition égyptienne au Louvre, c'est extraordinaire. On voit toute cette famille de corps d'humanoïdes assis dans la pierre, enfin gravés dans la pierre, avec des têtes de félins. Et ça, à mon avis, au lieu de prendre ça au 14e degré, quand ça arrange tous les pseudo-archéologues qui se disent ouverts d'esprit et qui prennent ça toujours au 10e, 15e degré, non, il faut les prendre au premier degré. C'est comme ces fameuses créatures Horus, ces volatiles de 3,50 m avec des plumes et les jambes marquées comme un poulet. On les a revus, Monsieur D, par exemple, les a décrites dans le vaisseau mère du cas d'Arabili en 98, dans l'Oise. On a reçu Gérard Desforges, au dîner aux Nidoran, qui nous a aussi raconté ce cas Arabili en détail. On n'a pas parlé de ces fameuses créatures, mais il les a bien vues et décrites et même refait un croquis. Et donc ça correspond au même Horus, les fameuses représentations d'Horus dans l'Égypte ancienne, et les fameuses créatures que tu vois dans le film Stargate, hein, d'ailleurs, aussi. Et ça correspond à plusieurs témoignages récoltés par Eve Lorgen, que j'ai interviewé 2 fois, et qu'ils appellent Horus Ra. C'est une espèce de volatile qui correspondra à l'archétype, justement, ancien égyptien, qui serait, dans la hiérarchie des abductions, en tout cas, beaucoup plus élevé, et fonctionnerait sur des vaisseaux mères, hein, en tout cas. Donc, vampire, oui. Oui, voilà, exactement. Donc, c'était de grands volatiles qui ressemblent à l'archétype d'Horus, donc sur ces gravures égyptiennes de l'époque. Et est-ce que c'est l'aigle dont parle Castaneda? C'est possible, oui, c'est possible. Alors moi, je voulais juste en profiter pour vous conseiller la lecture d'une bande dessinée qui
pas toute jeune, qui date des années 80. Ça s'appelle Ian Kaledin. C'est donc de Ferry et Vernal. Ça, ça doit être le numéro, je sais pas, 8 ou 9, La mémoire du fond de l'œil, où mais on retrouve vraiment toute cette idée de bestiaires égyptiens qui sont des faux dieux, qui sont juste des aliens avec des têtes d'animaux. Donc là, on a la tête de chat, et qui sont sur Terre, du côté de la taïga d'ailleurs. Et là, on voit une hybridation humaine et avec un tigre de chez nous, où ils essayent en fait de recréer une race hybride, et ils n'y arrivent pas, malheureusement, quoi, malheureusement pour eux. Donc voilà, ça s'appelle Ian Kaledin. Si vous avez l'occasion de tomber sur cette bande dessinée, il y a vraiment beaucoup d'informations très intéressantes, et ça date des années 80, comme quoi le sujet n'est pas tout neuf. Ok, alors on va revenir un petit peu sur les reptiliens, puis ce que je vous propose, c'est qu'on finisse cette première émission sur le cas des reptiliens, et puis on en fera sûrement une deuxième, parce que alors on aura vu quoi, 5-6 races sur, sur l'ensemble des races qu'on voulait un petit peu aborder. Et tu nous disais quoi en off, Pam, qu'il y a des gentils reptiliens qui sont en train d'ascensionner? Oui, il paraît. Faut que tu arrêtes le... Il paraît que pour la même raison que les mantis ont finalement changé d'état d'esprit vis-à-vis des humains et se sont dit qu'effectivement il y avait quelque chose à tirer de l'humanité et qu'elles étaient plutôt prêtes maintenant à nous protéger vis-à-vis de leurs anciens destins quand ils étaient associés avec les reptiliens. Certains reptiliens aussi auraient compris on est dans une ère de paix et que cette évolution-là allait leur permettre d'acquérir peut-être les motifs qui leur manquent de façon à ce qu'ils aient une âme et que l'immortalité en découle. Enfin, je crois. Hein. T'as vu la taille de ta cigarette? Taille de ta cigarette. J'ai ça de filtre. Comme avant, je fais, faut que tu arrêtes le... Puis après, on te voit à l'écran avec un truc comme ça. On dirait que tu as un buzz, tu as un cesse-feuille là. L'information de la caméra. La Bob Marley reptilienne. Il y a des gens qui disent que l'herbe vient d'ailleurs, hein, qu'elle a été importée par un ovni, enfin un ancien astronaute, et qui a aussi d'autres plantes d'ailleurs, dont l'ayahuasca pourrait être aussi. Enfin, il y a des dimensions où ce sont carrément des entités, les plantes. Donc, pourquoi pas? Ah bah oui. Est-ce que finalement les plantes, ce sont pas des entités aussi intelligentes extraterrestres? Est-ce que en cherchant bien, on trouverait des colonies d'insectes qui sont complètement invisibles à nos yeux, et puis finalement, ce sont des vraies entités aliens qui sont sur Terre en colonie, mais bon, à une taille tellement petite. Il y a une communicatrice animale qui a communiqué avec les fourmis, qui leur a dit si vous rentrez plus dans la maison, je vous nourris dehors, mais vous rentrez plus, et ça a marché. Hein. Donc, il y a sûrement moyen de communiquer quelque part avec l'esprit du groupe, l'esprit de la. Oh ouais, de toute manière, voilà. Peut-être qu'à partir du moment où il y a conscience, il y a intelligence, c'est une race. Comme dit Randy Kramer sur Mars, qu'il a fait avec les mantis. Il a fait quoi, Randy Kramer? Je crois que c'est lui qui, une des premières fois, a communiqué sans armes avec un groupe de mantis et a réussi à recréer une liaison diplomatique sans agression, ce qui permettrait un pacte de non-agression relative sur Mars, entre les mantis, les dracos et les bases humanoïdes. Il a été prisonnier plusieurs mois, effectivement, de reptiliens sur Mars. Et après, ils ont négocié sa libération avec d'autres soldats, mais je ne savais pas qu'il avait négocié un accord lui-même, en tout cas. Il n'a pas lui-même, non, mais il a relancé la diplomatie, tu vois, pour une fois, lui et son groupe n'agressant pas un groupe de mantis et prenant un contact. Enfin, il décrit leur manière de réfléchir et c'est pas tout à fait la même que la nôtre. Et donc, on a souvent des réactions qui sont pas
coordonner avec l'intention d'en face, du fait de cette différence de conception. Non, c'est l'esprit de ruche, en fait, et se considère effectivement comme les maîtres. Par exemple, ce que disent les clients de Rachel Fortin, par exemple, en hypnose, en séance d'hypnose, sur les reptiliens, les insectoïdes, justement, ils se disent ceci. C'est un petit résumé de ce qui s'est dit sur ces reptiliens, ces insectoïdes, dans les séances d'hypnose de Rachel. Je vais être très rapide. Alors, il se dit, c'est pas moi qui le dis, les mentes religieuses travaillent pour le roi Scorpion, les reptiliens sont contrôlés par les insectoïdes, les reptiliens se coupent volontairement de la source et restent sous terre afin de se blinder de la source et avoir plus de pouvoir. Les militaires travaillent pour les mentes religieuses. Les mentes créent des êtres de type porc qu'ils gardent captifs afin de faire baisser les vibrations des hommes et créer ainsi des peurs pour se nourrir. Les insectoïdes sont sur Jupiter et là-bas il y a des machines avec l'esprit noir. Les Arthuriens ont créé les reptiliens. Alors ça c'est ce qui s'est dit dans les séances d'hypnose. Ils sont en 7e dimension et ils étaient avant les reptiliens. Ils ont une apparence douce mais sont mauvais. Alors ça ne va pas faire plaisir à Viviane Chauvet que j'avais interviewée. Effectivement une hybride arthurienne et québécoise. Le démiurge a contaminé les reptiliens. Et autre, c'est l'anomalie de la source et les peurs nourrissent ces entités, et aussi le démiurge qui à chaque fois prend de la puissance. Les petits gris veulent se reproduire et les reptiliens veulent récupérer notre lumière, mais ils ne peuvent pas. Pour créer des insectoïdes adultes, ils ponctionnent notre énergie et l'utilisent sur des petits insectoïdes pour les rendre adultes. Les esprits du bas astral collaborent avec des entités extraterrestres, ça c'est très important, puisque le bas astral, c'est la membrane externe de la matrice, de la 3D, et donc toutes ces sociétés secrètes et l'occultisme, l'ésotérisme des loges noires et ces rituels qui sont faits de sacrifices, de sang, etc., aident les macrobes. Voilà, ces entités, donc c'est l'art du bas astral qui collabore aussi avec certaines entités extraterrestres prédatrices. Les reptiliens ont un système de camouflage dans la 3D, ça on le sait. Les nazis ont collaboré avec les extraterrestres, on le sait, sur place, dans les camps de concentration. C'était des reptiliens sous apparence humaine qui menaient les expériences sur les humains. Les nazis sur place, humains, ne connaissaient pas leur nature véritable. J'ai presque fini, ça c'est le rapport sur les clients de Rachel. Les entités sans âme doivent avoir des énergies basses pour les raffiner, sinon l'énergie pure des humains les tuerait. Ils étaient là avant nous, et ils nous ont modifiés génétiquement, esclaves physiques, et on s'est rendu compte qu'on avait une conscience et ils sont partis. Voilà. Alors, il dit aussi les insectoïdes ont une conscience mais pas d'âme. Ils veulent faire un labyrinthe car il y a du magnétisme sur Terre, cœur de la Terre, très grosse énergie. Ils veulent exterminer d'autres planètes avec cette énergie. Les insectoïdes mangent des insectes sur Terre. Les insectoïdes renaissent de la pollution, c'est pour cela que la Terre est polluée. Les entités négatives recherchent la mémoire de l'être car elle contient tout. L'être humain contient la mémoire universelle dans son ADN. Donc voilà, c'est un tout petit résumé du programme commun entre les reptiliens et les insectoïdes, selon les hypnoses régressives de Rachel, en tout cas. Et le démiurge qui a contaminé les reptiliens, là, c'est l'intelligence artificielle, c'est la nanotechnologie, c'est la Black Goo. Le démiurge, c'est plutôt une entité, une énergie, une force qui s'est détournée de la source, quelque part. Prédatrice. Pas. Bon. Démiurge. C'est un nom qui était donné par Platon, en fait, au dieu qui a créé le monde. Il constitue les êtres. Oui, mais là, je crois que le nom a été galvaudé. Ouais. Un démiurge, c'est aussi un magicien, il me semble. Donc, est-ce que c'est pas... Ça revient à penser la réalité comme une création, puis de la réduire à une fabrication. Donc, tu as peut-être raison, c'est peut-être justement cette fausse réalité artificielle. Donc, créateur d'une réalité construite sur l'artificiel plutôt que le naturel relié à la source. C'est ça la définition des gnostiques, je crois. Bon. Ok. Donc, est-ce qu'on a fait le tour sur les reptiliens ou est-ce que vous vouliez rajouter encore quelque chose? Moi, j'ai encore quelque chose en tête, mais est-ce qu'avant vous aviez quelque chose à rajouter? Alors, attends, je reviens sur le démiurge parce qu'on n'avait pas fini, en fait, c'est le nom.
en gros, en une phrase, le nom que porte dans le système gnostique de Valentin le créateur du monde opposé au Dieu suprême. Donc voilà, en gros, c'est un ouvrier fabricant, il a fabriqué ce monde en opposition à la source, quoi, au Dieu suprême. Ouais, le seul que je connais être le maître de tout ce qui est réel, c'est celui à qui tout Hollywood donne son âme. Oui, effectivement, c'est la salsa du démon, quoi. C'est le grand orchestre du splendide, c'est ça? C'est le porteur de lumière. Alors que nous sommes nous-mêmes lumière, hein, semblerait-il. Ouais. Il y a des fois, ça se voit pas trop le ment. Alors, moi, sur les reptiliens, je voulais revenir sur un... alors, est-ce que c'est une famille, une sous-famille de reptiliens, ou c'est encore complètement différent? Les races sauriennes, telles que c'est la Carta, c'est ça? Ils sont sous terre, oui, effectivement. Alors, il y a des sauriens qui sont observés aussi, hein, de temps en temps. Il y en a eu un en Bretagne qui était observé par quelqu'un que connaît, un ami abducté en Bretagne, près d'un mégalithe, il sortait d'un mégalithe. Ça, c'est assez récent. Sinon, on a la plus vieille observation, je crois, de sauriens reptiliens, c'était en tout cas de l'ère moderne, hein, parce qu'ils sont quand même décrits partout, dans toutes les mythologies anciennes, même si on peut connecter les dragons des quatre coins du monde, le serpent à plumes, les serpents à plumes dans différentes cultures, et puis les reptiles, le mythe du reptile, hein, comme étant la tentation, tout ce qui est obscur et noir, etc. En tout cas, il y a eu une observation par un officier de police qui s'appelait Herb Shermer, qui a décrit des créatures qu'il jure avoir rencontrées à l'extérieur de Ashland, dans le Nebraska, peu après minuit, le 3 décembre 1967. Ils mesuraient entre 1m40 et 1m70 de haut, et donc leurs uniformes étaient gris argentés, très brillants, leur combinaison leur montait jusqu'à la tête comme un capuchon de pilote, et une petite antenne se trouvait sur la partie droite de leur casque, juste au-dessus de l'endroit où devait se trouver l'oreille. Bref, une poitrine plus grosse que la nôtre, une constitution assez fine et musclée. Leurs yeux ont fait une chose qu'il n'a jamais oubliée, la pupille allait de haut en bas, hein, comme une fente, et lorsqu'ils l'ont regardé, ils l'ont fixé droit dans les yeux, ils ne clignaient pas des yeux, et pour lui c'était une situation super inconfortable. Leur nez était plat, leur bouche ressemblait plus à une simple fente qu'à une bouche ordinaire, et le fait que les pupilles des créatures rencontrées par Shermer étaient comme une fente, ça semble indiquer que ces créatures étaient probablement de nature plutôt reptilienne, ou saurienne, de la même manière que la plupart des serpents, lézards, etc., possèdent des pupilles en forme de fente verticale. Donc voilà, c'est pas basé sur un seul témoignage, mais sur son seul témoignage non plus, mais aussi sur d'autres, provenant de diverses personnes qui ont rencontré ce type de créature. Dans la 3D, hein, dans le... Alors du coup, est-ce que les sauriens et les reptiliens, c'est de la même famille, c'est la même chose, ou ce sont deux choses différentes? Parce que, alors, si vous ne connaissez pas le dossier Lacerta, j'ai dit la Carta tout à l'heure, mais c'est Lacerta, vous tapez dossier Lacerta, et puis vous allez avoir deux de ces confessions, interviews, ouais, c'est plus un monologue qu'une interview, où elle explique qu'elle vient, qu'elle était là avant les dinosaures, et que les reptiliens sont arrivés sur Terre, et qu'il y a eu une guerre entre les reptiliens et les sauriens. Il n'y a pas eu réellement de gagnants, hein. Eux, du coup ils se sont mis dans la terre creuse, les reptiliens sont partis. Voilà. Sylvano, toi t'en penses quoi? T'as une opinion sur ce... Moi je n'en sais rien. Toi tu n'en sais rien? Pour moi, tu me parles de Dracos, c'est ça? Non, je te parle de... Peut-être que tu connais pas le fameux dossier Lacerta, où c'est une nana qui va raconter un petit peu sa vie dans la terre creuse, qui ressemble à une sorte de... C'est l'interview d'une reptilienne, oui, Lacerta. Lacerta, oui, c'est une interview d'une reptilienne. Elle s'appelle Saurienne, et elle explique qu'elle était en guerre contre les reptiliens.
C'est vrai que quand on discute avec certains, ils disent non, les reptiliens, c'est pas des reptiliens, c'est des sauriens. Mais bon, après, peu importe comment on les appelle, sauriens ou reptiliens, pour moi, c'est la même chose. Il y a les reptoïdes qui bossent avec la Navy. Marc va confirmer ça. Kerry Cassidy nous rapporte de ses discussions avec le capitaine qui est prisonnier et qui bossait pour Mars aussi, qui a une association entre les reptoïdes et la Navy, qui sont en guerre contre les Dracos. Ça, je n'y crois pas trop, en tout cas, parce que ils ont toujours collaboré. Alors, si vous voyez le sigle des différents organismes de l'armée américaine, vous voyez un Draco à un moment donné, vous voyez 3 serpents sur l'autre, des logos de la NRO aussi, je crois que c'est autre chose, mais il y a plein de Dracos, de reptiliens sur ces logos-là. Et on se demande pourquoi, en tout cas, les témoins les raptors. Les raptors sont sont de mèche. Les raptors, ce sont des petits dinosaures qu'on voit dans Jurassic Park. Ah, regarde. Je crois que j'en ai un crâne. Oui. Ah, c'est absolument un fossile, hein, c'est un caillou. En tout cas, l'influence sur l'humanité, reptilienne sur l'humanité, et en tout cas la collaboration avec ces programmes militaires secrets, de prédation, encore une fois, moi je ne connais pas, honnêtement, je ne connais pas, en tout cas, je ne peux pas appréhender une faction positive, ou en tout cas qui veulent un éveil de conscience de l'humanité, qui s'allient avec des dracos ou des reptiliens pour combattre qui que ce soit. Hein, honnêtement, tous ces discours de Corey Goode, même de Randy Kramer, avec qui j'ai discuté des mois sur Skype, et je l'avais interviewé, ils se contredisent, on voit qu'il y a une part de véracité dedans pour l'accroche de la personne qui cherche la vérité, est enrobée par une énorme quantité de désinformation qui répond à un commandement militaire précis, et une sorte de contrôle mental d'information et de surinformation, de désinformation qu'ils vont divulguer au grand public pour leur faire croire qu'il y a des factions militaires qui veulent le bien de l'humanité. Moi, je n'y crois pas. Donc, moi, c'est mon opinion par rapport à mes rapports directs avec Randy. Hein. Donc, je l'ai fait se contredire plein de fois sur plein de choses. Donc voilà. Sinon, oui, d'accord. Sinon, les Sasquatch nous parlaient de peuples fourmis, hommes fourmis, et de peuples reptiles aussi, hommes reptiles, qui datent de belles lurettes. Et pour les hommes reptiles, on en aurait trouvé des souterrains sous Los Angeles, je crois. Il y en a un peu partout, des bases souterraines. Dans beaucoup d'abductions, il est raconté que dans ces bases souterraines militaires, on y voit des reptiliens aux côtés des militaires américains. Donc, il n'y a pas que les Américains qui font ça. Donc, oui, aux 4 coins du monde, je pense qu'il y a la même chose. Les collaborations, ils aiment se réfugier dans l'intraterre, enfin dans les souterrains, et effectivement ces bases, peut-être sur une fréquence différente, puisque certains n'arrivent pas à vivre constamment dans cette dimension, donc doit se matérialiser. Peut-être qu'il y a un bon nombre d'hybrides humains reptiliens qui vivent parmi nous à 100% dans le monde matériel également. Ça, je pense, oui. Ok. Bon, ben, écoutez, je pense qu'on a fait pour un premier jet un grand tour d'horizon on va dire des races les plus connues. On n'a pas abordé le petit peuple pour le moment, Pam, je pense qu'on l'abordera dans une prochaine émission. Ah oui, et puis il y en a d'autres, il y a les Rhodes, les Orbs, les Djinns, les Shadow People, les Black Eyes, les Golems, les Yidam, tous les élémentaires. Oh là là, il y en a vraiment encore plein d'autres. Et vraiment, sur certains, je ne sais pas ce qu'on peut dire d'autre qu'on les a vus. Pour les Rhodes, par exemple. Les Men in Black aussi, pourquoi pas, parce que les Men in Black, les Women in Black. Aussi, oui, pourquoi pas.
Les Syriens, on en a parlé tout petit peu, hein, vraiment très peu. Les Tall Whites, les grands blancs, on n'en a pas du tout parlé, qui ont été vus et décrits par Charles Hall sur la base de l'US Air Force de Nellis. Et puis, eux seraient par contre en haut de la hiérarchie au niveau du contrôle, hein, du commandement des autres entités, et en tout cas chez les militaires, les Tall Whites, les grands blancs. Donc c'est intéressant également. Ouais, donc là vous m'avez fait passer un PDF qui on va dire, passe en revue pas mal de races extraterrestres, en tout cas qui ont été soit vues, soit recensées, soit approfondies. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. On en parlera la prochaine fois, avec quelques noms, là, les Mazarek, les Rak, les Mouvianzan, voilà, à un moment donné, je ne sais même pas comment prononcer les invisibles. Alors, ouais, mais alors ça, il faut quand même l'attribuer à une seule source. Hein, c'est soi-disant un livre récolté d'un manuel issu du KGB qui a été retrouvé, je crois, en Sibérie. Et c'est une seule personne qui a écrit cette description détaillée de toutes ces races. Donc, on ne peut pas non plus se fier à des recoupements de plus d'une source, de moins d'une source, de 3 sources, je veux dire, parce que là, c'est une seule source. Donc, on pourra le citer, mais on ne va pas prendre ça pour la Bible des contacts rapprochés et des descriptions qui, pour celles des autres qu'on a citées, hein, et d'autres qu'on n'a pas encore citées, comme les Humides, par exemple, les Andromédiens, les Taocétiens, les Procyon, etc., les Lyriens, donc les Végétaliens, les Lyrans, etc., les Télosiens, Télos. Il y a beaucoup de témoignages qui se recoupent des 4 coins du monde. Parce que là, ce bouquin du KGB, là, russe, c'est une seule source. Ouais. Donc voilà, il faut aussi préciser. Hein, et on a aussi une dernière race, elle est d'ailleurs exclusivement et uniquement sur Miasme TV, ce sont les Trotiens. Voilà. Que vous pouvez suivre et retrouver toutes les semaines pour sa rubrique ufologie. Sylvano, allez, un petit mot de conclusion sur cette première partie de découverte des races extraterrestres. Tu as oublié une race principale, le Grésien. Le Grésien. Un grès, il y a déjà gris, tu vois, dedans. Mon Dieu. Non, mais c'est bien. Pour un premier jet, c'est pas mal. Bon, après, effectivement, il y a beaucoup de choses à rajouter et à dire. Et surtout, à faire le parallèle après, peut-être dans une 3e émission entre ces races extraterrestres et puis tout ce qu'on appelle démons, hein, qu'on n'a pas cité sur cette terre, et tout ce qu'on appelle anges aussi. On ne va pas que faire du mauvais, il faut aussi faire du bon. Donc, ce serait bien ensuite de faire la corrélation avec tout ça. Tout à fait. Ils se partagent en 4, en fait. Ceux qui sont psychiques, ceux qui ne le sont pas, et ceux qui sont gentils et ceux qui ne le sont pas. Et après, on mixe ceux qui sont psychiques et gentils, ceux qui sont et voilà. Et après, on va pouvoir tout classer là-dedans, j'ai l'impression. Bon, sachant que la notion de gentil, pas gentil, c'est toujours une histoire de point de vue. Voilà. Ça peut évoluer, oui. Mais voilà, effectivement, ça permet au moins de comprendre un certain nombre de choses. Marc, un petit mot de conclusion ? Écoute, on pourra aussi la prochaine fois parler de certains informateurs de programmes secrets, hein, comme Bill Cooper, William Cooper et William Milton Cooper, qui a écrit un livre, Le gouvernement secret, où il décrit le MJ12 et les races qui collaborent avec le gouvernement de l'ombre. Et il y a également un autre livre, en tout cas une trilogie, même plus que ça, je crois qu'il a écrit 5 livres, qui s'appelait Matrix 1, 2, 3, 4, 5, et qui a inspiré la trilogie Matrix au cinéma d'ailleurs, qui s'appelle John Grace, et qui a pris un pseudo, je crois que c'est Valerian ou un truc comme ça, qui avait écrit donc ces livres, et qui parlait d'un groupe d'Orion, donc un collectif d'Orion qui supportait le gouvernement mondial, et ces instances-là donc étaient plutôt prédatrices, hein, on pourra parler de cette fameuse confédération d'Orion
qui n'est pas du tout, qui n'est pas entièrement malveillant selon lui, hein, mais il y a un sous-groupe à l'intérieur qui apparemment est furieux de ce que font les gris, mais impuissant à intervenir, c'est ce qu'il dit. Mais la base fondamentale pour lui de la Confédération, elle est complètement malveillante et égocentrique. Essentiellement, veulent prendre le contrôle de la Terre, et c'est pour ça qu'ils se sont alliés à ces militaires sur Terre pour contrôler toute la planète, hein, en fait. Donc on pourra parler de ça peut être intéressant. Et puis effectivement, parler des races qu'on a oubliées. Hein. Oui, mais puis on en a forcément oublié. Bon, en tout cas, d'être présent. On vous remercie encore une fois pour nous encourager, pour encourager des intervenants qui vont pouvoir bénéficier effectivement de vos abonnements. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour le numéro 3 qui devrait sortir le 1er mai. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao.